Bonjour, ici Danielle Leblanc de Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs. Bienvenue à Sortir de la boîte, le podcast qui met en lumière le travail et l'implication des organismes communautaires de notre région. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Valérie Richer, directrice générale de la Société Alzheimer Centre du Québec. Bonjour Valérie. Bonjour Danielle, enchantée. Bienvenue à Sortir de la boîte. Merci. On va regarder rapidement ce que c'est que la Société Alzheimer. Le temps de te dire que il y a une petite boîte avec des questions à l'intérieur et surtout un dé qu'on va lancer sur la table. Impact, rêve, souvenir, défi et curiosité sont les 5 thèmes de notre émission aujourd'hui. Et à travers les questions qu'on va piger au hasard, on va aller un petit peu plus loin. Parfait. Dans le thème de découvrir, de savoir ce que c'est. En fait, la Société Alzheimer Centre du Québec. Qu'est-ce que vous faites très exactement, Valérie? Cette année, on soulignera notre 30e anniversaire. Donc, c'est un organisme qui existe depuis 1995. La mission principale est de nous engager à faire une différence auprès des personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer ou un trouble neurocognitif, ainsi que les personnes proches aidantes au centre du Québec. Mm-hmm. Par différents services, par les valeurs qu'on prône, on essaie d'avoir un impact pour ces gens-là. 30 ans d'existence au centre du Québec? Oui. Est-ce que ça concerne beaucoup de gens? Au centre du Québec, on parle actuellement d'environ 6 000 personnes touchées avec un diagnostic de trouble neurocognitif. Wow. Et c'est un chiffre qui existe depuis déjà 3-4 ans. Donc, quand les mises à jour sortiront, possiblement que c'est plus haut. Habituellement, pour une personne qui vit un trouble neurocognitif, on parle de 1 à 3 personnes proches aidantes qui vont être impactées par la maladie. Donc, c'est environ 24 000 personnes juste au centre du Québec. Les pronostics sont pas tant positifs en termes d'évolution de la maladie. Oui. En 2040, on parle d'environ 15 000 personnes qui vivraient avec un diagnostic. Donc, si on fait le même prorata de 1 à 3, c'est beaucoup de gens qui vont être touchés. Avec le vieillissement de la population et aussi avec le fait que le nombre de personnes proches aidantes autour des gens va aller en diminuant parce que les familles diminuent, les gens parfois sont davantage à l'extérieur aussi. Mm-hmm. Là, c'est une situation qui est quand même préoccupante. C'est effectivement très préoccupant. Ça concerne de plus en plus de personnes et pourtant, on ne connaît pas vraiment ce que c'est. Et tout à coup, quand ça nous tombe dessus, seulement le mot fait peur. Juste de le prononcer, on se dit « Oh non, ça y est, ça c'est le truc qu'on perd la mémoire et qu'on ne sait plus où on est, qui on est. » Valérie, en quelques mots, si c'est possible, qu'est-ce que c'est la maladie d'Alzheimer? Là, je suis loin d'être une spécialiste. si toutefois il y a des médecins et autres et neurologues qui nous écoutent, soyez indulgents. La maladie d'Alzheimer, c'est dans la branche des troubles neurocognitifs, donc ça affecte vraiment le cerveau. Il y a l'amyloïde tau et des trucs comme ça qui sont impliqués, là, que j'ai des employés qui sont vraiment plus efficaces que moi pour en parler, mais en gros, dépendamment de la section du cerveau qui est atteinte, ce qui est embêtant de cette maladie-là, c'est qu'on n'est pas capable de savoir nécessairement l'évolution d'une personne à l'autre. Parce que dépendamment du lobe qui va être atteint, les symptômes et manifestations peuvent être différentes. Une personne qui serait atteinte au niveau frontal, souvent, ça va être plus relié aux émotions, à la désinhibition. Parfois, on voit des gens qui peuvent avoir des comportements plus agressifs. Il y a les lobes temporaux, les lobes occipitaux. Donc, dépendamment de la zone, les manifestations vont être très différentes. Mais c'est vraiment une maladie dégénérative au niveau du cerveau. Est-ce qu'on meurt de l'Alzheimer? Oui et non. Oui et non, hein? Je vous dirais c'est très relatif. Les diagnostics précoces ont souvent une évolution plus rapide, donc une dégradation plus rapide. Les autres diagnostics, je vous dirais, c'est très embêtant. Je vous ne parle pas d'un volet scientifique, je vais vous parler de l'expérience que moi, je vis dans mon travail. On a vu des gens décéder de 1001 facteurs, là, que ce soit une pneumonie, que ce soit une personne qui s'est cassée une épaule, mais qui, à cause de sa condition neurocognitive, a perdu des acquis majeurs qu'elle n'a pu récupérer. Ça va être vraiment des situations... parfois, il y en a qui vont mourir étouffés. La maladie, l'évolution de la maladie peut arriver des fois à enlever le réflexe de déglutition, qu'on dit. Bon. Donc, des fois, ça peut avoir des causes... Donc, il y a un lien
mais c'est pas nécessairement ça qui fait que les gens... Pas toujours. Oui, OK. Mais Valérie, j'imagine que le premier réflexe qu'on devrait avoir, si tout va bien, c'est d'aller chercher de l'aide. Effectivement. Oui. Mais au même titre que si on a une pneumonie, si on se casse une jambe, bien, on va avoir le réflexe d'aller consulter. Mais c'est pas tout le monde qui fait ça. Non. Oui. Donc, la Société Alzheimer Centre du Québec, elle est là pour les gens qui souffrent de la maladie. On va lancer le dé. D'accord. On va découvrir la première question. Souvenir. Alors, une petite carte bleue. Merci. Y a-t-il un événement ou un projet qui vous a particulièrement uni en tant qu'équipe? C'est une belle question. Je dirais peut-être, quand je suis arrivée en place, je vous expliquais d'entrée de jeu, il y a quand même plusieurs services au niveau de la Société Alzheimer. C'est quand même à peu près 75 employés. Ah oui? Oui, c'est quand même gros. Quand même. Donc, moi, je suis arrivée et j'ai constaté que les gens avaient un petit peu l'habitude de travailler par secteur, ce qui est quand même un peu normal parce que, bon, moi, par exemple, je suis à l'hébergement, je suis au répit à domicile. Donc, j'ai mis sur pied ce que nous, on appelle notre comité sectoriel pour essayer justement de mieux comprendre ce qu'est notre organisme en entier, de mieux comprendre les défis de chacun des secteurs et d'essayer justement de partager un petit peu plus l'expertise. Donc, ça a eu un impact direct sur le comité sectoriel qui a quand même un peu découlé. Ça veut dire pas trop travailler en silo? On essaie le plus possible de travailler. Possible? Oui, puis on a même, j'ai un exemple qui me vient en tête. J'avais un monsieur qui arrivait à l'hébergement. C'est un monsieur qui recevait du service à domicile et sa famille était rencontrée par une conseillère de notre équipe. Donc, la conseillère de notre équipe a travaillé avec notre responsable de soins pour mettre en place nos stratégies pour accueillir ce monsieur-là à l'hébergement. Et c'est probablement ce qui a fait que ça a été un succès, parce que ça aurait pu être beaucoup plus compliqué que ça. Oui. Mais c'est pas dit que tout va aller comme sur des roulettes. Non. Il doit y avoir des enjeux, il doit y avoir des écueils à certains moments. Au sein de l'équipe? Non, je veux dire avec les personnes qui bénéficient de vos services. Tout à fait. Ce qui est embêtant aussi parfois, c'est que, je vous donne un exemple, on peut avoir une stratégie X, Y, Z qu'on partage à une personne proche aidante, qu'on essaie à la résidence, qui fonctionne. Le lendemain, on la refait et la réaction est différente, là. Donc, c'est continuellement de l'adaptation, du réajustement selon l'évolution de la maladie. Des fois aussi, c'est heurtant avec les valeurs. Donc, on essaie aussi des fois de sensibiliser les gens à dire, autant les personnes proches aidantes que nos équipes, il y a parfois certaines situations qui sont attribuables à l'évolution de la maladie. Il faut être capable des fois de se détacher, ce qui est extrêmement difficile pour les proches, du lien qu'on a avec la personne et de dire là, avec la situation actuelle, mais quelle est la meilleure façon d'intervenir. C'est pour ça qu'on offre aussi de la formation aux personnes proches aidantes. C'est là que je m'en allais. Le mot-clé ici, c'est adaptation, j'imagine. Je dirais adaptation, compréhension, reconnaissance aussi. Parce qu'on peut pas, surtout une personne proche aidante, on peut pas être constamment en adaptation. On a nos propres limites. On a nos propres enjeux. Il faut être capable de les reconnaître, de les nommer, de les faire respecter. Parce que ça peut être voué à l'épuisement assez rapidement. Oui, et il ne faut pas mettre de côté la peine qu'on a de voir un proche, un conjoint, une conjointe. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du terme le deuil blanc, là. C'est vraiment de faire le deuil d'une personne qui est encore en vie. Qui est encore vivante. Donc, au niveau de l'Alzheimer, c'est quelque chose qui arrive souvent, là. Ah oui. Parce qu'on voit la personne. J'ai discuté avec une femme qui était mariée depuis, je pense, 58 ans. Puis elle me dit, je suis pas capable de pas me fâcher. Il prend son café noir. Il a toujours mis 2 crèmes de sucre dans son café. Je le sais qu'il n'aime pas ça, le café noir. Tu sais, pour elle, c'était... à la base, c'est un détail, mais pour elle, c'était significatif parce que c'était le conjoint qu'elle perdait petit à petit, jour après jour. Fait que, on a essayé de travailler avec cette dame-là pour qu'elle comprenne bien les manifestations de la maladie et qu'elle essaie de se préserver à travers tout ça aussi, là. Donc, une formation au proche aidant, ça ressemble à quoi? Pour l'instant, ce qu'on offre, c'est l'ABC de la maladie. Toutes les informations sont disponibles sur notre site Internet aussi. C'est 3 séries de 5 ateliers qu'on offre à la fois en présentiel et en virtuel pour essayer de permettre au maximum de gens de participer. Et c'est vraiment
dans la compréhension de la maladie, quelles sont les manifestations, les lobes que je vous parlais. C'est sûr qu'on présente quand même un aspect théorique pour permettre à la personne de comprendre un peu ce qui se passe dans le cerveau, les stratégies de communication, les stratégies d'intervention. Moi, comme personne proche aidante, je prends soin de moi comment dans tout ça, les services qui sont offerts. Donc, tu sais, on touche, il y a différents contenus là, dans les trois là, B. A, c'est arrimage, B, ballottage, C, l'ABC. J'oublie le C. On va y revenir. Quand on est un proche aidant d'une personne qui souffre de la maladie de l'Alzheimer, il y a nécessairement un moment où on doit avoir du répit. Oui, assurément. Avoir un moment où on peut s'en aller quelque part, au cinéma, magasiner, je ne sais pas quoi, sans craindre qu'il se passe quelque chose avec la personne qu'on aime parce que la personne est en sécurité, même si on n'est pas avec elle. Comment on arrive à ça? Comment on arrive à avoir cette tranquillité d'esprit-là, de faire confiance? Est-ce que vous offrez du répit? Oui. Est-ce que... Oui. On n'est pas le seul non plus à offrir du répit. Nous, à la Société Alzheimer, on a 2 types de répit. Le répit à domicile, où c'est vraiment un accompagnateur qui va se présenter au domicile de la personne. C'est souvent des blocs de 3 heures. Okay. Les gens arrivent, on les équipe avec un petit bac, avec différents outils de stimulation, parce qu'il y a 2 objectifs à ce service-là. Okay. Le premier est celui que vous nommez, de donner un répit à la personne proche aidante, mais aussi d'offrir de la stimulation. Parce que c'est vraiment via la stimulation qu'on vise le maintien des capacités le plus longtemps possible. C'est pour ça qu'à notre résidence aussi, on a vraiment 6 jours d'animation pour essayer justement autant stimulation physique, cognitive, artistique, émotionnelle. On essaie de toucher à différentes sphères. Donc, le répit à domicile, nous, c'est quand même environ 25 000 heures qu'on offre sur tout le territoire du centre du Québec. 25 000 heures? Oui. Wow. Donc, on fonctionne avec le CIUS, notamment là, au niveau des références. Certaines personnes ont des ententes au privé avec nous pour avoir ce service-là. On a aussi un volet de groupe. Donc, ça va chercher parfois un profil différent parce qu'il faut que la personne soit capable de socialiser, d'intégrer un groupe et tout ça. Donc, c'est la personne proche aidante qui accompagne vers le lieu où on offre. On a 4 villes au centre du Québec là, qui sont couvertes par ce service-là. Les personnes sont 9 dans un groupe, sont là de 9h30 à 14h, participent à différentes activités, dînent sur place. La personne proche aidante revient à la fin de la journée pour ramener son proche avec elle à la maison. Donc, ça donne un moment de répit. Oui. Ça donne aussi, comme je dis, vraiment le maintien des capacités avec la stimulation. Et des fois, ça peut donner aussi des idées de quoi faire, nous, à la maison, en voyant soit ce que l'accompagnateur fait Absolument. À domicile, Oui. ou soit ce que notre personne a participé en groupe là, pendant la journée. Oui. Oui, parce que moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a deux personnes ici qui sont dans une situation de vulnérabilité. Tout à fait. La personne qui reçoit le diagnostic et la personne proche aidante. Les 2 vies de ces 2 personnes-là sont changées. Oui. Donc, il faut aussi reconnaître et les besoins et cette vulnérabilité-là et de l'une et de l'autre des 2 personnes en présence. Puis, je crois, plus on est capable de travailler tôt et en équipe, mais plus efficace ce sera. Au niveau du répit, des fois, l'enjeu qu'on a, c'est qu'en début de parcours, les gens nous disent souvent « Oui, tout va bien. Autant la personne qui a la maladie que la personne proche aidante, on est en contrôle. J'ai pas besoin. Tout va bien. Non, j'ai pas besoin de service. Ah oui, je connais bien la maladie. J'ai pas besoin de formation. » Et là, à un moment donné, du jour au lendemain, ça devient vraiment trop. Malheureusement, c'est que des fois, il y a des délais d'attente au niveau de certains services. Donc, si j'ai un message à lancer puis que je répète souvent, c'est « tardez pas trop ». Des fois, l'infime service que vous allez venir chercher, qui va peut-être correspondre à votre besoin à ce moment-là, mais vous allez avoir un petit pied dans la porte. Voilà. Oui. Une entrée, un début de quelque chose. Oui. Est-ce qu'on lance le dé à nouveau? Parfait. Valérie? Alors, à toi de choisir cette fois-ci laquelle des catégories défi, rêve, impact, curiosité. Oui. Étant une personne curieuse, voilà. Ça me va bien. Quelle idée préconçue entends-tu le plus souvent à propos de ton organisme? Ou à propos de la maladie, ou enfin, tu peux adapter la question comme tu veux. Est-ce qu'il y a une idée préconçue
concernant la maladie d'Alzheimer? Bien, on parle beaucoup de démence. Nous, on essaie de sortir un peu de ça, là. Ah oui? Parce que ça, tu sais, on pense il va devenir fou, on essaie vraiment de sortir de ce côté-là. Au niveau de notre organisation, bien, c'est sûr que sur le territoire, historiquement, 1995, ça s'appelait Société Alzheimer Drummond, et c'était vraiment l'hébergement, donc la maison Myosotis qui existait. Donc, souvent, moi, quand je parle aux gens de la Société Alzheimer Centre du Québec et que je parle de la maison Myosotis, on me dit « Ah, c'est la même chose! » Tu sais, dans le fond, nous, la maison Myosotis, c'est un des services de la Société Alzheimer. C'est pas une entité à part entière, là. C'est un de nos services, c'est l'hébergement, au même titre qu'on a de la formation, qu'on a du répit à domicile. Donc, je crois que c'est ce que j'entends le plus préconçu, là, au niveau de nos services. Et on est vraiment sur le territoire du Centre du Québec, même si physiquement, on n'a pas de locaux dans chacune des MRC, là. Tout à l'heure, je disais, non, c'est pas ça, t'es trop jeune. Ah ben non, c'est pas ça, t'es trop vieux. Est-ce qu'il y a un âge pour recevoir un diagnostic? C'est sûr que plus on avance en âge, plus le risque devient élevé de développer un trouble neurocognitif. J'ai pas les pourcentages, mais les diagnostics précoces sont minimes en termes de diagnostic. Là, je crois qu'on parle entre 2 et 5 % des diagnostics actuels sont de niveau précoce. Là. Vous avez peut-être déjà vu dans les médias, là, Sandra de Montigny est entre autres une des personnes porte-parole, là, on peut dire, là, de l'importance de poser des actions. Elle a été très présente aussi dans tout le dossier de l'aide médicale à mourir. Donc non, il n'y a pas d'âge. Ce qu'on essaie par contre de sensibiliser beaucoup au niveau des professionnels de la santé aussi, il n'y a pas de médicament à ce jour qui guérit de la maladie d'Alzheimer. Donc, parfois, ce qu'on entend, c'est ça donne rien d'avoir le diagnostic, là. Bon, t'oublies des affaires, là. Ça change rien que tu saches que c'est ça. De toute façon, ça se guérit pas. Donc, c'est de là aussi notre campagne, je vous disais, en janvier, avec le mois de la prévention de la maladie. Plus on le sait tôt, moins il est trop tard, d'encourager le diagnostic, d'encourager le dépistage. Il y a des tests qui existent, je les connais pas tous, mais les professionnels sont au fait de ça, on les teste, de travailler plus activement. Mais on doit vous répondre, bien là, s'il n'y a pas de médicaments, pourquoi j'irais passer un test? Pour être capable d'avoir des actions concrètes dans le maintien de vos capacités. Pour être capable, ne serait-ce que prendre certaines décisions tout de suite pour ce que vous voulez pour la suite. Je pense à quelqu'un qui n'aurait pas de mandat d'inaptitude, par exemple. Bien, c'est le temps de le faire, tandis qu'on est encore capable. Ne serait-ce que pour être capable de prendre ces décisions-là, d'en discuter, de préparer vos proches, de préparer la suite et de poser des actions. Au niveau du maintien des capacités, là, en travaillant avec les facteurs de protection, on serait capable de retarder de 1 à 5 ans l'arrivée des premiers symptômes de la maladie. C'est des coûts énormes pour l'ensemble du système de santé. C'est une qualité de vie. Si on parle de 1 à 5 ans de qualité de vie, autant pour la personne que pour le proche aidant, c'est énorme. Donc, justement, si on est capable de poser des actions rapidement, ça vaut beaucoup. On va peut-être essayer le dé encore une fois. Parfait. Valérie? On va essayer de tomber sur une couleur cette fois-ci. Bon! Ah, rêve! Rêve. Voilà, on a fait encore celui-là. Quelles nouvelles initiatives aimeriez-vous lancer dans les années à venir? Puis là, si les gens de mon équipe m'écoutent... On rêve, là, on rêve. On se lance. C'est sûr que nous, on a des enjeux locatifs immobiliers. On a à Drummondville, notre point de service est trop petit, donc on cherche à se relocaliser. Notre hébergement, c'est un bâtiment sympathiquement un peu en fin de vie. On est vraiment à pleine capacité. C'est une belle façon de le dire. Oui, c'est une belle façon de le dire. C'est un vieux bâtiment qui nécessiterait des travaux majeurs. Puis des travaux majeurs, on est déjà à l'étroit. Les salles de bain ne sont pas nécessairement adaptées. C'est des salles de lavage résidentielles, mais qu'on utilise plus à des fins commerciales. Donc, on aurait vraiment... Si je rêve, là, j'aimerais ça tout rapatrier dans un bâtiment flambant neuf, avec une salle multisensorielle pour nos gens à l'hébergement, que les proches aidants puissent à la fois venir porter quelqu'un, par exemple, au répit mobile, participer à un groupe par le fait même, tu sais, que ce soit vraiment un grand milieu de vie, là. Est-ce que le presbytère à Trois-Rivières, je me souviens pas... Vous parlez de Carpe Diem? Oui, c'est ça. Voilà, Carpe Diem. Cette façon-là de vivre pour les personnes qui souffrent d'Alzheimer,
cette façon-là de travailler pour les gens, les hommes et les femmes qui travaillent à cet endroit-là, c'est très particulier. On les laisse circuler, on les surveille, mais d'une façon à ne pas trop entraver leurs mouvements. On peut les suivre et on peut être aux aguets de ce qui se passe, mais en étant beaucoup moins dans l'intervention. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est je peux pas vous parler de l'approche de Mme Poirier. Tu sais, je la connais quand même un petit peu parce que j'ai déjà échangé avec elle également. C'est une très, très belle approche. Nous, on travaille, je pourrais dire, dans des concepts quand même similaires. Nous, c'est vraiment l'approche centrée sur la personne. C'est d'ailleurs une formation qu'on a harmonisée avec notre fédération et que nous, au Centre du Québec, on a quand même le privilège d'avoir une subvention du CIUS pour offrir cette formation-là justement dans des RPA, dans des RI, pour les aider à adapter leur intervention. On peut juste dire RPA, RI? Oui, RPA, c'est des ressources privées pour aînés. RI, c'est des ressources intermédiaires. D'accord. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de sensibiliser les milieux, justement, à adapter leur approche. Au niveau de l'hébergement de la Société Alzheimer, je vous dirais qu'on est peut-être un volet hybride. En ce sens que nous, c'est un milieu de vie, c'est familial. Oui. Par exemple, la cuisine, c'est ouvert, là. Donc, tu sais, moi, les résidents voient la cuisinière, interagissent avec elle, la voient cuisiner tout au long de la journée. C'est vraiment un milieu de vie. Les chambres, ils n'ont pas nécessairement de téléviseur parce qu'on veut justement que les personnes participent aux activités de stimulation pour favoriser le maintien de leur capacité. Après ça, on a une certaine routine. C'est là qu'on ne les laissera pas se lever à 11h15, par exemple, parce qu'on veut qu'il y ait quand même une participation aux activités, notamment. On ne voudrait pas que les gens soient debout la nuit et dorment le jour pour ne pas participer aux activités de stimulation. Donc, on est un peu une formule hybride de on les laisse quand même libres. L'approche centrée sur la personne, en fait, ce que c'est d'essayer de voir avec l'individu qu'on a quel est le besoin en ce moment et est-ce que mon approche est la meilleure pour répondre à ce besoin-là. Et c'est là que c'est très simple par écrit et comme ça, mais dans le day-to-day, c'est quand même une adaptation importante. J'ai déjà vu, moi je suis originaire de la Gaspésie, j'ai déjà vu au CHSLD à Maria, j'étais allée visiter mon papa qui ne parlait plus, mais qui était encore debout sur ses deux jambes. Il y avait un bénévole qui s'appelle Mario, qui débarquait le dimanche après-midi avec sa guitare. Hein? Comme ça, parce qu'il était généreux de son temps. Il passait 2-3 heures. Et deux choses. Mon papa, qui chantait très bien encore, Monsieur Marcel, c'est votre toune, là, c'est votre chanson, allez-y. Et là, il commençait à Et mon père chantait dans le micro. Papa ne parlait plus. Mais tout à coup, il se mettait à chanter, juste parce qu'il entendait le guitariste. Est-ce que la musique, oui, l'art en général, mais la musique en particulier, ça vient chercher quelque chose de très, très, très encore intact? Mais la dernière mémoire qui s'efface, c'est la mémoire affective. Oui. Donc, souvent, la musique, c'est drôle que ce que vous me racontez, parce qu'on avait un monsieur à la résidence qui nous a quittés il y a quelques mois, qui parlait très peu. Tu sais, on avait un oui, non, pas, tu sais, c'était pas mal les échanges qu'on avait dans une journée. Puis le matin, j'arrivais, puis là, lui, c'était quand le soleil dit bonjour aux montagnes. Puis là, puis moi, c'est la seule phrase que je connais de la toune, fait que moi, je faisais juste partir, puis là, il enlignait. Des fois, il se rendait jusqu'à la moitié de la chanson. Des fois, il faisait 2-3 phrases, mais c'était quelqu'un qui communiquait presque plus. Est-ce que vous utilisez la musique avec les personnes? On a la chance d'avoir des merveilleuses personnes comme Mario qui viennent à la fois à la résidence. Il y a des Marios dans les résidences. Oui, il y a des Marios dans notre résidence. On les remercie. On dirait des Mariettes, nous. C'est plus des femmes qui viennent à la résidence. C'est drôlement important. Et dans nos groupes également, dont je vous parlais, le Répistimulation mobile, on a des gens aussi qui viennent généreusement donner de leur temps. Et c'est vraiment des moments magiques. À Noël, cette année, on faisait le Noël à la résidence avec les familles et tout ça. C'est la 3e année. Là. Avant, avec la COVID, on a été breaké un petit peu, là, mais maintenant, on est capable de reprendre ces habitudes-là. Et cette année, on avait Thérèse qui était avec nous pour chanter. Ça a été des moments magiques. Ça a été des moments où on a vu des couples danser ensemble. On a vu un fils danser avec sa mère aussi. Et ça l'amène un peu ça ramène un petit peu, je dirais, de normalité dans tout ça. Et ça doit faire du bien. Ce qu'on nous dit, c'est que ça leur fait du bien. Ouf. Et ça
ça dresse, je crois, je ne sais pas comment vous l'avez vécu avec votre père, mais je crois que ça met un peu de douceur dans ce parcours-là. Fait que ça nous redonne accès un petit peu à la personne qu'on a malheureusement un petit peu perdue au fil du temps. Le deuil blanc dont on parlait tout à l'heure. Oui, c'est clair. On a besoin de encore être capable d'avoir cette sensation-là de communiquer. Oui. De se rejoindre. Je sais pas trop comment ça se passe, mais il semblerait que la musique, c'est un peu magique dans ces moments-là. Oui, on voit vraiment des belles choses avec ça. Oui. Valérie, est-ce qu'il y a un volet dont on n'aurait pas parlé que tu voudrais nous dire? Je pense que tout à l'heure, quand on disait des manifestations publiques, des façons de mieux connaître, d'avoir moins peur de la maladie d'Alzheimer, je pense qu'il y a un événement aussi, c'est à chaque année, je crois. Oui, c'est national, donc c'est la marche pour l'Alzheimer, IG, gestion de patrimoine qui a lieu à chaque année. C'est toujours le dernier dimanche du mois de mai. D'accord. Donc cette année, pour nous, au Centre du Québec, ça va avoir lieu dimanche le 25 mai au Village québécois d'Antan. Je vous invite à suivre nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou on a une chaîne YouTube également sur laquelle on diffuse beaucoup d'informations. Il y a possibilité de créer une équipe. Donc, vous pouvez aller sur marchepourlalzheimer.ca. Vous choisissez votre région, que ce soit Estrie, dans notre cas, nous, c'est Centre du Québec. On en a, chaque société Alzheimer a sa marche. Vous pouvez créer une équipe, amasser des fonds, venir marcher avec nous. Donc, ces sommes-là, cette année, on s'est fixé un objectif de 45 000 $. Ça fait une énorme différence dans le maintien des services qu'on est capable d'offrir à la communauté. Et cette année, la marche sera le moment pour le coup d'envoi des festivités de notre 30e anniversaire. Donc, pour nous, ça va être un beau moment de commencer les festivités, d'annoncer également là, ce qui va s'en venir. Alors, c'est la date exacte? Le dimanche, le 25 mai. La marche débute à 10 h, mais l'accueil se fait à partir de 9 h et on est chanceux, on a le merveilleux site du Village québécois d'Antan. Là. À Drummondville. Oui. Valérie Richer, merci infiniment. Merci de tout ce travail, à toi, à toute ton équipe, à tous les gens qui circulent autour de la Société Alzheimer Centre du Québec. C'est évident que vous faites une différence dans notre communauté. Merci beaucoup. Plaisir. Et si je peux juste, pour la fin, mentionner, on a depuis peu un nouveau moyen d'accès. Donc, si vous entendez ce podcast et que vous avez des questionnements sur votre santé cognitive, sur un service en particulier dont on n'aurait peut-être pas été assez loin, on a fait l'embauche d'une intervenante premier lien qui s'appelle Josée Gilbert. Donc, quand vous faites nos numéros de téléphone, l'option 1 vous mène directement à sa boîte vocale. Vous pouvez aller sur le site Internet aussi, on retrouve son courriel. Donc, c'est une porte d'accès pour essayer de faciliter l'accès à nos services et aussi la compréhension de la trajectoire parfois complexe là, oui. de tout ça. Alors, c'est bien noté. Merci Valérie. C'est comme ça que se termine Sortir de la boîte aujourd'hui. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, parlez-en autour de vous. Surtout aux personnes qui auraient besoin de l'entendre. Peut-être qu'il y a des gens concernés autour de vous. Donc, on vous fait confiance. Sortir de la boîte met en lumière tout le travail et l'implication des organismes communautaires de notre région. On ne le dira pas jamais assez, le filet social qui tient la province debout. Ici Danielle Leblanc, à très bientôt.